Et qu'en fait, face au discours, on ne peut plus forcément savoir, bon, il nous dit la vérité, il ment. J'étais dans le métro pour te rejoindre Un homme ici. du peuple. Alors là, 1 minute 10. Merci. Chers amis, bienvenue dans le premier épisode du Verbe, podcast où on explore l'art de convaincre, de captiver et de s'exprimer avec puissance. Ici, on ne se contente pas de parler, on... Comment tu terminerais? Convainc? Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Aujourd'hui, j'ai invité un maître de l'éloquence, le papa de la niche. Quelqu'un qui maîtrise l'éloquence comme une science, mais qui sait la transmettre comme un art. Il est formateur, créateur de contenu et l'un des visages les plus influents de l'éloquence sur les réseaux. Vous l'avez sûrement vu sur TikTok, Instagram ou même devant chez vous parce qu'il est partout. Et il partage vraiment des conseils ultra efficaces pour améliorer sa prise de parole et être plus à l'aise en public. Bienvenue à Monsieur Corentin Evenot, aka Opéloquence. Merci Alain pour l'invitation et pour cette présentation qui n'est pas du tout la pression sur la performance qu'il va falloir livrer dans ce podcast. Merci beaucoup. Comment tu vas? Parce que plus personne se pose la question, comment tu vas? C'est un vrai comment tu vas ou c'est un comment tu vas de façade et de politesse? De façade, donc si ça peut de façade. Donc je te réponds un peu fatigué mais oui. Voilà, comme ça si tu veux creuser sur la fatigue tu peux, si tu veux te contenter d'un oui de façade, tu en es libre. Parfait, parfait. Non, tu vas bien? Non, ça va, ça va. Je suis très content d'être là et j'ai hâte de voir à quelle sauce je vais être mangé. Ça me fait vraiment très plaisir que tu sois là parce que pour les gens qui regardent, Corentin, c'est une des personnes qui a été un de mes premiers soutiens quand j'ai lancé mon compte, mon petit compte Insta où j'avais à peine 200 abonnés et aujourd'hui nous sommes 4 millions, donc c'est quand même grâce à lui. Au moins, au moins. Donc juste pour que les gens, si quelqu'un ne te connaît pas, est-ce que tu pourrais un peu te présenter un peu plus? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Tu veux savoir qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Qu'est-ce qui t'intéresse? Il y a une demi-heure, t'étais où? J'ai une demi-heure, j'étais où? Écoute, j'étais dans le métro pour te rejoindre un homme ici. du peuple. Non, écoute, moi ma vie elle est partagée en 3 grandes parties. Une première partie qui est de l'enseignement. Donc j'ai des cours en école, notamment un cours à l'ESSEC sur le débat et un cours à l'université Paris-Saclay, plus large sur la prise de parole en public. Après j'ai des clients qui sont des professionnels, des particuliers, des gens que j'accompagne au quotidien, qui sont extrêmement larges. Ça peut être des dirigeants, des entrepreneurs, des avocats, des politiques, c'est très varié. Et la troisième partie qui est la création de contenu, qui est la partie émergée de l'iceberg que tu as pas mal évoqué. Donc voilà à peu près de quoi sont faites mes journées, ces 3 verticales-là. Ok, et comment c'est né Opéloquence? Opéloquence, c'est né du fait que j'ai toujours aimé faire du contenu. Okay. Si tu veux, la petite confession, quand j'avais 12-13 ans, je faisais déjà des vidéos sur YouTube sur un autre registre, le jeu Call of Duty. Ok, ah oui, pas du tout. Voilà, tu vois, c'est ça, c'est l'époque où il y a eu Diablo X9 et où toute une jeunesse a été inspirée à créer du contenu. J'ai essayé quelques vidéos, je mettais un caméscope sur quelques livres maladroits pour filmer mon écran, ma télévision, qui n'ont évidemment pas fonctionné du fait d'une voix qui n'était pas très bonne, d'une qualité vidéo qui n'était pas très bonne. Et donc quand j'ai lancé mon activité il y a un peu plus de 4 ans, c'est assez naturellement que je me suis dit je vais créer du contenu. Et puis j'avais aussi envie de partager tous ces outils-là que j'avais glanés dans les concours d'éloquence notamment. Et mon activité c'est un moyen de le faire, mais les réseaux sociaux c'est un moyen de le faire à plus grande échelle. C'est vrai que c'est assez, certains disent paradoxal, le fait que de faire de l'éloquence sur les réseaux sociaux, puisque souvent l'éloquence, il y a ce rapport au discours, mais donc au public. Comment tu as appréhendé ça? Et en même temps, la majorité des grands discours historiques que tu prendrais pour exemple, ils sont filmés et c'est des vidéos. C'est ça. Mais c'est des vidéos de discours en public. Ce rapport au public finalement qu'on n'a pas du tout quand on est devant sa caméra. Ouais, et en même temps, quand tu crées une vidéo, et je pense que tu le ressens, tu es dans la même réflexion que celle d'un discours, c'est-à-dire, ok, à qui je vais m'adresser, qu'est-ce que je veux leur faire ressentir et comment j'y parviens. Donc, je dirais que c'est un média qui est différent, mais pour autant, les règles de l'éloquence s'appliquent, celles de la rhétorique aussi. T'en fais juste souvent un petit peu plus face caméra parce que la caméra perçoit aussi différemment qu'un vrai public. Bon là, l'objectif c'est d'avoir une discussion et de faire quelques jeux parce que l'éloquence c'est quand même super chouette, c'est super ludique, c'est super… On est dans la communauté quoi. Puis c'est idéal de pratiquer aussi un peu. Voilà, c'est bien de pratiquer. Le premier petit défi que je te propose… Ah direct, on y va. Ah oui, direct. Okay. Là déjà on a perdu un peu de temps. Voilà. C'est de tester ta réactivité en faisant des burpees. Des burpees. Ok. Non, le but c'est qu'en 60 secondes chrono, je te pose un maximum de questions sur l'éloquence et tu dois répondre par oui ou par non. J'ai déjà fait ce genre d'exercice, je suis catastrophique, sache-le d'avance. Pas d'explication, pas de justification, juste ce que tu penses. Et comme ça sera l'occasion de ne mettre
aucune nuance et dire des grosses conneries. Donc si je comprends bien ton point de vue, c'est tu me dis juste avant, C'est ça. c'était dur de passer de j'ai 10 minutes de discours à 1 minute 30 dans les vidéos, et là tu me proposes de faire encore pire, Oui, qui est non. de réduire à un mot. C'est ça, comme ça tu dis des conseils qui sont pas bons, Ok, je le ok. repose sur mon compte et ça te décrédibilise. Ok, très bien, je prends note de l'accueil bienveillant qui est le tien. Très bien. Ok, parfait. T'es prêt? Écoute, mettre le allons-y, petit je chrono. crois que j'ai pas le choix, donc Non, bah, non, je bah. vais m'y plier et je verrai après si je demande de couper. Non, je Ok, rigole, et non. c'est suis. compliqué, hein. Honnêtement. Non, bien sûr. Est-ce que je pourrais développer après ou Oui, ça va être... on Ouais, en l'idée c'est discutera. d'ouvrir après des portes. C'est Très ça, bien, ok. exactement. T'es prêt? C'est parti. Top. Faut-il toujours commencer un discours par une anecdote? Non, Un bon orateur doit-il parfois mentir pour convaincre? je ne crois pas. Oui ou non? Non, Est-ce qu'un discours sans émotion est forcément raté? non, Peut-on être un bon orateur si on n'a pas de charisme? oui, L'éloquence, est-ce de la manipulation? non, Un bon orateur doit-il forcément parler fort? non. Peut-on convaincre quelqu'un de quelque chose sans y croire soi-même? On va dire oui, mais Faut-il éviter les gestes en prise de parole pour paraître plus sérieux? non, Être drôle, est-ce plus efficace que d'être intelligent dans un débat? non, Un bon discours, est-ce toujours un discours court? non plus. Peut-on gagner un débat en ne parlant presquement pas? Tu peux me la répéter? Peut-on gagner un débat en ne parlant presque pas? Ah, oui, Le silence est-il parfois plus puissant que les mots? oui, Un bon orateur doit-il toujours avoir réponse à tout? non. Ok, on a terminé, je t'en fais encore deux, Allez. deux, parce que je les ai écrites. Ok, Lire son texte enlève forcément-il de l'impact à son discours? non, L'improvisation est-elle plus forte que la préparation? non. Alors j'ai répondu beaucoup non, Ouais. parce qu'en fait c'est souvent non, pas nécessairement. D'accord. C'est-à-dire que ça pourrait être souvent le cas, mais il suffirait d'un contre-exemple pour dire non. Je suis d'accord, je suis d'accord. J'avais fait une petite fiche sur l'éloquence, la rhétorique, pourquoi la rhétorique était mal vue, sur la question l'éloquence est-ce de la manipulation? Parce que souvent on me confronte au fait que dans les vidéos d'éloquence où je partage une position, oui ou non, les gens ne savent pas ce que je pense réellement en fait. Et souvent les gens m'envoient des messages en DM en mode je suis d'accord avec toi. Merci. Alors de que c'est une dire position ça, imposée. Alors que c'est une position, quoi. Ouais, et c'est une position qui était imposée en plus dans le cadre Et de qui est concours. imposée. Enfin, je prends l'exemple des vidéos où tu es en concours. Exactement, exactement. Ouais. Et donc, c'est vrai que ce rapport, il est un peu contre-intuitif, le fait de devoir convaincre de choses dont on ne croit pas forcément. Bah, déjà, alors, tu pourrais d'ailleurs être dans une position qui n'est pas la tienne et pour autant soutenir des arguments avec lesquels tu es d'accord. Puisque c'est pas parce que je suis pour quelque chose que je dois être en désaccord avec tous les arguments contre et inversement. Ensuite, en réalité, le cas que tu décris, qui est celui du concours d'éloquence où tu as une position qui t'est imposée, il est très particulier. Ouais. J'ose espérer que la majorité des gens dans la vraie vie défendent majoritairement des convictions qui sont les leurs. Ouais. C'est peut-être pas toujours le cas, mais en tout cas, on peut essayer de tendre déjà vers ça, ce qui enlève déjà une partie de cette accusation de la manipulation qui pourrait être… Mais en fait, c'est-à-dire que soit on parle des concours d'éloquence, auquel cas de quelle manipulation on parle, puisque c'est précisément un exercice et qu'on sait bien le contexte et qu'il n'y a pas de vraie conviction derrière, soit ça n'est pas un concours d'éloquence et dans ce cas-là, bah, on n'a pas une position qui nous a imposée. Mais comprendre que en fait, cet effort intellectuel peut être fait, se fait et donc peut être répété hors contexte. Et qu'en fait, face au discours, on ne peut plus forcément avoir le jugement de savoir, bon, il nous dit la vérité, il ment, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Si même dans le discours, on ne peut pas savoir ce que la personne pense vraiment. C'est très compliqué. C'est- Très compliqué. ouais. Je crois qu'il y a peut-être aussi une part déjà dans la façon dont l'orateur présente les choses, d'avoir une forme d'honnêteté, de ne pas omettre d'informations, où tu peux d'ailleurs être très clair dès le départ sur ta position, selon le contexte, ce qui enlève déjà une partie de ce doute qu'il va y avoir sur la manipulation. Et après, je dirais que c'est peut-être une manipulation qui est plus consciente. En réalité, on manipule tous les jours de manière un peu inconsciente. D'accord. Moi non, mais si tu Toi, veux faire toi ça, non. moi je te laisse. Toi dans non. ça. Ne m'as-tu pas manipulé pour me faire venir ici? Oui, totalement. Je lui ai donné de Déjà, l'argent. tu vois. Non, mais tu vois, on a tous, je pense, une part d'inconscient. C'est vrai. Mais en fait, tout dépend déjà de comment tu définis la manipulation, de toute façon. Ouais, mais moi, je crois en le fait que c'est possible de le faire de manière éthique. Maintenant, tout le monde ne le fait pas. Je suis d'accord. Le second petit exercice, un petit peu plus challengeant, c'est 1 minute, encore une fois, pour me convaincre. Pour te convaincre, d'accord? On va essayer de tester ta capacité à convaincre dans un temps limité. Ok. Je vais te donner un sujet et tu as
30 secondes de préparation un peu dans ta tête. Ok. Et 1 minute chrono pour me convaincre que c'est vraiment une vérité absolue. Je peux interagir avec toi ou je suis dans un discours? Dans un discours. D'accord, je peux pas te poser de questions par exemple Non, pour non, échanger. format short. Format short. Format short. Format short, c'est moi qui fais tout. D'accord. Très bien, très bien. C'est un prof social, tu vois, sur mon compte, c'est parfait. Donc en fait, vraiment, peu importe l'argument. En gros, comme un discours d'éloquence, mais en 1 minute. Ça. Voilà. Très bien. Ok, donc je vais te donner le sujet et 30 secondes pour réfléchir. Sujet, pourquoi le silence peut-il être la meilleure forme d'éloquence? Je choisis ma position. Oui. Top, 1 minute. Alain, tu seras d'accord avec moi si je te dis que souvent, ce dont on a envie et ce qui nous fait du bien, c'est ce qui nous manque. On a toujours cette volonté presque philosophique de vouloir chercher ce qui nous manque. Et aujourd'hui, le matin quand tu te lèves, qu'est-ce que tu fais? Tu saisis ton téléphone et tu scrolles quelques vidéos avec un peu de bruit. Et puis, pour peu que tu prennes les transports, ce dont je ne préjuge pas de tes habitudes, tu vas croiser des gens, tu vas entendre du bruit toute la journée. Et puis, le moindre interstice de ta journée, tu y mets un peu de musique, un peu de paroles, un podcast, une vidéo de toi-même que tu re-regardes une énième fois pour la contempler. Et dans ces journées-là, il y a une chose qui te manque, c'est le silence. Et je l'instaure quelques instants pour que tu vois à quel point ça fait du bien et à quel point ça dit des choses, le silence. Parce que c'est dans ce silence-là qu'on va aller creuser en soi, qu'on va aller trouver les vraies idées. Et c'est dans ces silences-là souvent que tu as peur d'aller chercher en toi. Parce que c'est là qu'il y a le danger de l'introspection, le danger de la vérité que tu ne veux pas voir. Et pourtant, c'est cette vérité-là qui sera la plus éloquente. Excellent. Alors là, 1 minute 10. Merci. En plus, 1 minute 10, c'est rémunéré sur TikTok, c'est parfait. C'est très bien. Ok, on va refaire la même chose. On va en faire 27 qui ne seront pas en collaboration. Non, mais c'est vrai, plus sérieusement, que c'est quelque chose d'important, le silence, et que je pense qu'on perd un peu ce rapport au silence dans cette société où on est quand même tous hyper connectés. Et quand tu me dis le truc de TikTok, ben, je pense que tout le monde se retrouve dans le fait que le matin et le soir, on scrolle. Moi, je dis souvent que le silence, c'est ce qui fait la différence entre un très bon orateur et un excellent orateur. Mais c'est très dur de maîtriser les silences parce qu'il y a une distorsion entre le temps que tu as l'impression qu'il dure quand on est responsable et la réalité de ce silence-là pour les autres. Et s'arrêter de parler 2-3 secondes, on a l'impression que c'est une éternité pour les gens. Alors que c'est 2 ou 3 secondes. Et ça fait du bien. Et tu vois, si je voulais aider les gens à mettre en place un peu de silence, je leur dirais premièrement de s'entraîner. Par exemple, tu prends un texte et tu t'obliges à faire des pauses et puis tu t'enregistres et tu écoutes. Et tu vois la différence. Et j'aime beaucoup aussi une métaphore qui m'avait beaucoup marqué, que m'avait donné une collègue, c'était de dire que les silences, c'est les virgules, les points et les sauts de ligne. Et donc là où tu sauterais des lignes à l'écrit, tu mets des silences. Là où tu mettrais une virgule, un point, c'est des silences. Et donc si tu me fais un discours sans silence, c'est comme si tu m'envoies un mail comme ça, sans virgule, sans point, sans saut de ligne, bah, c'est indigeste, il n'y a aucun mot qui ressort, il n'y a rien qui est en valeur et donc c'est pas impactant. Donc ouais, c'est hyper important le silence. Et aussi, bon, le silence, et ce qui est aussi assez impressionnant, ce que tu viens de faire, c'est cette capacité à créer à partir de rien une histoire. Comment ça s'entraîne ça? Le fait d'avoir des idées et de faire quelque chose de construit. Là, c'est un peu biaisé parce que tu m'interroges sur un sujet qui est mon quotidien. Bien sûr. D'ailleurs, je te remercie d'avoir eu cette sympathie-là, de ne pas m'envoyer sur quelque chose qui n'a rien à voir. Parce que, bon, je me serais débrouillé, mais j'ai déjà fait des concours d'éloquence, d'improvisation où alors, j'avais un sujet qui était très complexe, que j'avais évidemment gagné, mais le sujet était compliqué. Et non, blague à part, là, tu vois, c'est des sujets que j'évoque tous les jours, mais en réalité, l'improvisation, c'est déjà du lâcher-prise. C'est accepter que, par principe, une prise de parole sera imparfaite et qu'elle le sera encore plus quand elle est improvisée, et de se dire, ok, je ne vais pas commencer à chercher 12 000 idées, j'en cherche une. Et à partir de celle-ci, je vais pouvoir développer et éventuellement gagner un peu de temps. Donc il y a déjà, je pense, une partie qui est là-dedans. Et ensuite, c'est en réalité des mécaniques. C'est-à-dire que c'est comme dans tout. Je prends souvent l'exemple quand tu apprends à conduire. Au début, tu fais tout de manière un peu mécanique, ok, le rétro, le machin et tout. Et puis un beau jour, tu conduis naturellement. Je crois qu'il y a un peu de ça là dans le traitement de ce type de sujet-là. Quand tu t'es entraîné de manière très scolaire à structurer tes idées, à raconter une histoire ou en tout cas à la structurer, etc., c'est tout un ensemble de techniques qui deviennent assez naturelles et donc tu les mobilises aussi plus facilement. Ce que j'ai fait là ne serait pas difficile à faire si quelqu'un avait 10 minutes de préparation parce que ça prend plus de temps en termes de mécanique. J'ai la chance d'avoir l'habitude par expérience, mais ça n'est que de l'expérience et que de l'entraînement et que de la pratique. Comprendre, donc que les gens comprennent vraiment que c'est pas quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose vraiment qu'on apprend, structurer son discours. J'aurais été incapable de te faire ça il y a 8 ans. Souvent, les gens, ils ont beaucoup de croyances limitantes.
par rapport à l'éloquence, par rapport au charisme, par rapport au stress. Et on a tous en tête des mythes. Et ça, c'était un des mythes, le fait qu'on est naturellement à l'aise à parler à l'oral ou pas. Là-dessus, j'ai souvent un argument qui a un peu de mauvaise foi si on le déconstruit, mais qui a le mérite de l'efficacité, qui est de demander toujours à la personne qui croit ça, est-ce que tu as déjà vu un bébé éloquent? Ce à quoi on me répond souvent non. Et ce à quoi je réponds, c'est bien que c'est après que ça se construit, et soit négativement, soit positivement. Et aujourd'hui, j'ai vu tellement de gens, que ce soit autour de moi, dans mon travail, mais même par ailleurs, progresser là-dessus. Voire même parfois aussi des gens qui étaient très à l'aise et qui, tout à coup, à cause d'une expérience vécue, à cause d'un traumatisme, à cause de quelque chose qui se serait passé, finalement, tout à coup ne le sont plus vraiment. C'est quelque chose qui évolue au fil du temps. Je crois qu'on n'arrive jamais au bout parce que c'est la quête d'une vie, mais bon, tout ce qui est prédisposition, ça c'est des choses qui vont être intéressantes si on veut devenir le meilleur orateur. De la même manière que si je veux devenir, si je veux battre Usain Bolt, il faut que j'ai quand même des prédispositions. Mais si je veux juste courir à une vitesse assez rapide, et plus rapide que la majorité des gens, si je cours tous les jours, je courrai plus vite que toi, au bout d'un moment. Si tu ne t'entraînes pas. Si tu t'entraînes aussi, là on aura des prédispositions qui vont interférer. Mais personnellement, sur cette question, je cours très vite. Donc, écoute, ce sera d'ailleurs le prochain podcast. Alain contre Corentin, le 100 mètres. Et donc, dans la suite de cette idée, je vais essayer, je vais pas essayer, je vais le faire. Je vais te donner une affirmation et tu dois me dire si selon toi, c'est un mythe qu'on a, une croyance limitante ou une vérité, et de nous dire pourquoi. Ok, donc je suis responsable de ce qui est la vérité et ce qui ne l'est pas. Exactement. C'est quelle lourde tâche. Alors, un bon orateur doit forcément être extraverti. Alors, non, pour deux raisons. La première, c'est que l'extraversion, c'est pas lié forcément à la timidité. Être extraverti, c'est simplement recharger entre guillemets ses batteries en étant avec les autres. Donc, je suis fatigué, j'ai besoin de voir du monde pour retrouver de l'énergie. Introverti, j'ai besoin de me retrouver seul pour recharger mes batteries sociales. Donc, tu vois, donc déjà, il y aurait ce terme-là extraverti qui est très galvaudé et qu'on confond souvent avec de la réserve ou de la timidité. Donc, déjà, pour répondre sur extraversion, non. Maintenant, si je prends le vrai sens de ta question qui est si on est timide, si on est réservé. Tu viens de dire que mes questions sont nulles. Non, c'est pas du tout l'enjeu. Je dis juste qu'il y a un travail des définitions qui peut être peaufiné sur la préparation. Non, je te taquine, mais c'est toujours un rappel qui est intéressant déjà, tu vois, sur ça. Maintenant, bon, le vrai fond de la question, c'est ok, je suis timide, je suis réservé, j'ai du mal à aller vers l'autre. Est-ce que je peux être un bon orateur? La réponse est évidemment oui, et j'irai même plus loin. On peut même souvent devenir meilleur que des gens qui ne sont pas timides ni réservés pour plusieurs raisons. La première, c'est que les gens qui ont peur de prendre la parole en public, qui sont timides et réservés, ce qui était mon cas, je suis encore d'ailleurs quelqu'un d'assez réservé, ce qui ne se ressent pas forcément parce que là je regarde un personnage, mais je le suis plutôt. Et quand on est comme ça, quand on a une prise de parole qui approche, on fait ce que font tous les gens qui ont peur, on prépare et on travaille énormément. Et donc si tu es une personne qui est très à l'aise et qui se sait à l'aise et qui se dit au motif que je suis à l'aise, je ne travaille pas, et une personne qui est timide, qui est réservée et qui travaille comme un bourreau, il y a un moment où cette personne-là qui avait des facilités va se faire dépasser. Bien sûr. Et ça, on l'a vu dans plus d'un concours d'éloquence. Et on l'a vu plus d'une fois dans le milieu professionnel, dans toutes les strates de la communication orale. Donc, il y a déjà cet enjeu-là, ça pousse à travailler et donc à être meilleur. Et il y a un deuxième enjeu, c'est que quelque chose qu'on sous-estime beaucoup en éloquence, c'est l'écoute, c'est l'empathie. C'est sa capacité à se mettre à la place du public et à comprendre la façon dont il réfléchit, dont il réagit. Et souvent, sans faire de généralité, souvent, quelqu'un qui est assez timide et qui est assez réservé est observateur. Et a pris le temps de connaître les autres, de les comprendre, et donc c'est aussi parfois mieux leur parler. Et je crois d'ailleurs, tu vois, si une des questions prévues, je l'anticipe, qui est quelle est la qualité principale d'un orateur, moi je répondrais en grande partie quelque chose qui ne t'étouffe pas, l'humilité. Non, je rigole. non, je plaisante, c'est cadeau. Non, je pense que c'est l'humilité parce que on n'aime pas la perfection, d'ailleurs elle n'existe pas en prise de parole, et on n'aime pas non plus quelqu'un qui s'écoute parler, on cherche quelqu'un qui nous parle à nous en tant que public, et la personne qui est réservée ou timide va avoir une propension à le faire qui est plus grande. Ce qui n'implique pas que les autres ne le fassent pas, mais ça, en tout cas ça peut être une qualité là-dessus. Ouais, j'avais pas vraiment cette perspective. Une séquence un peu plus politique. Une séquence polémique. Polémique. Activer les commentaires. Imaginons, Corentin, que tu sois nommé ministre de l'éloquence. Je vais te proposer des débuts de phrases et ton défi sera de compléter par une mesure avec ta petite touche personnelle. C'est mon programme de ministre. C'est ça. Alors attends, ministre. Je me place. Là, le monteur, il a intérêt de faire un putain de boulot. Moi, je veux. Tu veux la musique, tu veux le fond vert avec le. Exactement. Exactement. Ok. Bon, je vais essayer. Je vais essayer.
Allez. Moi, ministre de l'éloquence, j'interdirais. Les clashs dans les débats politiques télévisés. Ok, c'est vrai que ça nuit au débat. Ça nuit. Est-ce un débat d'ailleurs? Non. Est-ce un débat? Non, c'est du spectacle. Ok, très bien. Si j'étais ministre de l'éloquence, mon premier décret serait... D'instaurer des cours d'éloquence dès l'école primaire ou le collège. Ça dépendra de ce que diront les syndicats d'enseignants. Moi, ministre de l'éloquence, je rendrais obligatoire... Les cours d'éloquence dès le collège et les running gags dans chaque cours là-dessus. Non, je dis, non mais pour compléter ça, je rendrais obligatoire les cours de prise de parole pour les enseignants, pour qu'on ait aussi une transmission qui soit pertinente. Il y a déjà beaucoup, il y en a déjà beaucoup, je pense, qui sont bons là-dedans, mais je trouve qu'une formation là-dessus serait vachement intéressante et aurait des effets vertueux dans la transmission après de la connaissance qui serait formidable. Si j'étais ministre de l'éloquence, je conseillerais à tous les débutants de... Prendre une formation avec moi. Non, je rigole. non, je plaisante. Je plaisante. Le lien est dans la bio. C'est pour la vanne. Non. Non, mais je conseillerais à tous les débutants de saisir toutes les opportunités qu'ils ont de prendre la parole parce que ça n'est qu'en pratiquant qu'on progresse. De la même manière qu'en sport, il faut faire des pompes pour se muscler, jamais en lisant de manière interminable des livres de sport. Si j'étais ministre de l'éloquence, je ferais en sorte que tous les orateurs mettent plus de silence dans leur discours et prennent le temps de peser les mots qu'ils prononcent parce que les mots ont beaucoup d'impact. Je crois que ça pourrait faire un très bon ministre de l'éloquence. Écoute, je sais pas, je précise que toutes les mesures que je propose ne sont pas réfléchies. Là, c'est vraiment dans l'instant, hein, donc je joue le jeu. Mais je travaillerai, hein, comme on l'a dit, je préparerai un programme si cette proposition venait à se faire. Je vote. On ne vote pas pour des ministres, mais ouais. Effectivement, je vois que tu es bon en sciences politiques. Oui, c'est vrai que j'ai 2-3 notions. Quel conseil tu donnerais justement pour redonner cette primauté à la parole dans notre quotidien? Comment on fait pour exercer cette parole? Passes-tu un seul jour sans parler, Alain? Non. Donc tu as des opportunités tous les jours. C'est vrai. Bon, ça passe déjà par ces petites interactions, je crois. On a des interactions au quotidien. Je crois que c'est une question de paradigme, c'est-à-dire de vision des choses. Très souvent, la partie oratoire, c'est une vision qu'on n'a pas dans notre quotidien. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Quand je prépare un oral pour un cours, la seule question que je me pose, c'est est-ce que je connais mon cours? Quand je prépare n'importe quoi, c'est toujours ça. Quand je discute avec les gens, je me pose rarement la question de ce que je renvoie ou de comment je m'exprime, mais toujours de qu'est-ce que je dis. Et donc je crois que déjà par le quotidien, par cette conscience au quotidien de l'éloquence, ça existe et c'est très important. On a déjà une progression qui est géniale parce que tout à coup c'est présent et tout est prétexte à s'entraîner à ça. Après, on peut s'inscrire à des concours si on le souhaite, qui est un super terrain de jeu. On peut s'inscrire au théâtre au demeurant, qui est aussi une façon de s'exprimer. Il y a plein de façons. Il y a aussi des clubs d'éloquence qui existent, dans lesquels on peut s'entraîner, de débat. D'ailleurs, qu'on soit étudiant ou non, il y a aussi des clubs non étudiants qui existent. Je pense à Toastmasters qui existe notamment là-dessus. Et après, c'est surtout en fait, dans l'idéal de ne jamais refuser une prise de parole. Moi, ça m'arrive d'avoir des gens avec qui je parle qui en sont à un niveau de peur de l'oral qu'ils refusent malheureusement des opportunités. En fait, ça crée un cercle vicieux. Parce que plus tu refuses, moins tu t'entraînes. Et puis, admettons qu'on me propose de faire une prise de parole et que je dis ah non, moi je suis pas bon à l'oral, je veux pas le faire. Donc qu'est-ce que les gens commencent à penser? Ah bah il est pas bon à l'oral, donc on lui propose pas la parole. Il sera jamais bon. Il sera jamais bon. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On lui propose plus la parole. Et comme on me propose pas la parole, qu'est-ce que je me dis? Ah bah c'est que je suis mauvais. Et ça c'est un cercle vicieux. Alors que si à l'inverse, j'y vais et que ça se passe bien, on se dit ah putain il est bon, peut-être lui proposer de venir au prochain podcast, etc. Et ça devient un cercle vertueux. Donc tu vois, par cette initiative là de prendre la parole, finalement derrière on a tout un tas d'effets positifs. On va terminer cette petite entrevue avec ce que je ferai à chaque fois. C'est-à-dire que j'ai annoncé à mes abonnés qu'on faisait une interview. Ok. Et donc j'ai fait une petite story pour savoir quelles sont les questions qu'ils voulaient te poser. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'enseigner l'éloquence, Corentin? La passion de transmettre, que j'ai toujours eu, quoi que j'ai fait. J'ai un réflexe, dès que j'apprends quelque chose, la première chose que j'ai envie de faire, c'est d'appeler quelqu'un pour lui dire j'ai appris ça, regarde à quel point c'est intéressant. Et bon, j'ai choisi l'éloquence comme matière parce que je trouvais ça important comme enjeu de société et comme levier aussi d'impact. Mais c'est avant tout une passion de transmettre. Ok. Est-ce que tu te souviens d'une grosse galère que tu as eue en prise de parole? Enfin, il y en a eu très souvent. Si tu veux, très récemment,
ce sera plus simple. En plus, ça fait une bonne transition promo. Donc, j'ai enregistré mon livre en livre audio. J'ai fait 20 heures de cabine, 16 heures de cabine. Ok. Et donc, je devais lire mon texte à voix haute. Et mon bégaiement est revenu à plusieurs reprises parce que le texte était figé. Et donc, je ne pouvais pas changer des mots lorsque je n'arrivais pas à les dire. Et donc, parfois, je me suis retrouvé à passer 5 minutes sur une phrase, à galérer un petit peu et à revenir sur les techniques que j'ai pour essayer de le contrebalancer. Et quand même, c'est beau de voir qu'aucune situation n'est figée, peu importe d'où vous venez, même du bégaiement, qui est quand même le handicap le plus grand quand on pense difficulté à s'exprimer. On devient coach à succès. Coach à succès. Encore 2 petites questions. Ouais. C'est quoi la pire erreur que tu vois que tout le monde fait à l'oral? C'est ça. De faire des E quand on commence à parler. De ne pas commencer par un silence, par une attente. Et dès le départ, envoyer la mauvaise image. Et de commencer aussi trop vite. De prendre le temps aussi de gérer ce pic de stress. Et de démarrer quand on se sent prêt et quand on a décidé de commencer, pas quand on l'a imposé. Okay. Et dernière question, est-ce que tu penses que l'humour peut desservir l'éloquence? Ouais, de fait, l'humour qui serait mal placé. L'humour, on en juge la qualité aux réactions qu'il provoque. Donc s'il provoque des réactions qui sont autres que le rire, ou autres qu'un rire sincère, c'est peut-être un rire de moquerie, de fait il dessert. S'il est hors contexte, s'il blesse les gens en face et il rit de eux et pas avec eux, je crois que oui. Parce que j'avais constaté une certaine recrudescence de l'utilisation du rire dans les concours, dans les plaidoiries, de l'humour. J'avais trouvé ça bien, mais que des fois c'était un peu trop poussé à l'extrême et que ça desservait le discours. En fait, je vais te dire, ça devient un problème quand c'est une fin en soi et plus un moyen. Si c'est une fin en soi, ça devient du coup un texte d'humour, ce qui peut être très bien au demeurant, mais qui n'est pas forcément l'objectif de toutes les prises de parole. Si tu donnes un exemple, si je donne un cours et que j'utilise de l'humour, et que mon seul but c'est de faire rire, c'est pas bon. Pour moi c'est pas bon. Par contre, si j'utilise le rire pour créer des moments de légèreté, pour améliorer l'apprentissage et la digestion des concepts que j'aborde, là c'est efficace. Donc c'est l'humour comme un moyen et pas comme une fin, sauf si le but c'est la fin. Et ça sera le mot de la fin. Parfaite transition. Sur l'humour. Merci Corentin, vraiment d'être venu. Avec grand plaisir. D'avoir accepté ce petit échange. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Alors devant, chez vous, apparemment, comme tu le disais au début, parce qu'on aime bien les boucles comme ça, introduction-conclusion. Parfait. Non, blague à part, sur les réseaux sociaux, sur le compte Hop Éloquence, donc Instagram, TikTok et YouTube. YouTube plus sporadiquement, parce que je prends beaucoup de temps sur chaque vidéo. Et voilà, en librairie, avec mon livre, L'art d'avoir toujours réponse à tout, aux éditions Erol. Et c'est à peu près tout. Et après, si vous me croisez dans la rue, par hasard. Faites un selfie. Faites un selfie. Mais si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez progresser en éloquence, moi je vous ai fait une petite formation gratuite pour vous donner quelques bases. Le lien il est dans la bio. Et surtout, allez suivre Corentin sur les réseaux. N'oubliez pas de perfectionner votre éloquence tous les jours. Abonnez-vous.